Depuis quelques années, des outils numériques ont modifié nos façons de travailler et nos méthodes de travail. La collaboration est devenue un enjeu majeur pour nos entreprises. Certains outils ont été modifiés, ont été supprimés pour être remplacés par des outils collaboratifs. Mais comment intégrer ces nouveaux outils à nos infrastructures actuelles? À côté de nos systèmes de téléphonie actuels, de nos systèmes vidéo, de nos partages de documents, de tous ces nouveaux process. Bonjour, je m'appelle Thierry Klein, je suis responsable des ventes grands comptes au sein de Poste Télécom et je suis très heureux de vous accueillir dans notre First Day Forum sur le thème de la nouvelle collaboration et des challenges de la nouvelle collaboration. Nous allons aujourd'hui, 6 ingénieurs de Poste Télécom vont aujourd'hui aborder ce sujet avec vous pour essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Sans plus attendre, je passe la main à Luc Albardier, manager Cloud et Data Solution. Bonjour à tous et merci Thierry de me passer la parole. Merci à vous d'être là également pour nous écouter dans ce Thursday Forum autour de la collaboration. Alors, je vais prendre mes petits slides. Donc, comme vous le savez, comme vous le vivez vous-même, la collaboration, c'est quelque chose qui est en croissance importante. J'ai ramené quelques informations dans les slides que vous avez et vous aurez également les URL des analystes que nous avons utilisés pour cette introduction dans le chat. Une première chose qui nous semble importante à vous rappeler, c'est la manière dont le teamwork, le travail en équipe, est en croissance dans les entreprises. J'ai ramené quelques statistiques intéressantes ici, notamment d'une part sur le fait que les gens ont besoin de teamwork, le sentent. La situation, je dirais, de la pandémie actuelle a peut-être aussi renforcé cette envie des gens de travailler en équipe et en mode collaboratif. De la même manière, il semblait important de rappeler que les nouvelles générations sont éduquées aujourd'hui dans les universités au travail de la collaboration et sont certainement elles-mêmes en demande de plus de capacités de collaboration dans les entreprises. Ce qui voudrait dire que attirer les talents et les conserver va également induire l'entreprise à mettre en place des mécanismes, des outils, des moyens, des méthodes qui sont orientés sur la collaboration. Maintenant, la collaboration également va de pair avec la taille des équipes. Vous verrez bien sûr que on a identifié la taille mathématique idéale de l'équipe à 4,6, alors forcément le virgule 6 particulier, mais entre 4 et 9 utilisateurs, c'est la taille idéale pour les équipes de collaboration. Et dernièrement, ce qui est important à constater également, c'est que la collaboration va travailler sur non seulement les mécanismes liés à la voix, liés à la vidéo, liés aux documents, aux espaces de travail collaboratifs, tant à l'intérieur de l'organisation, mais également avec l'extérieur, avec les clients, avec les partenaires. Et ce sont des choses que vous allez devoir intégrer au travers des outils et des moyens que nous allons mettre à votre disposition. La situation de la pandémie a également a eu et va continuer d'avoir un impact sur les budgets IT. Ce qui est certain, c'est que le télétravail, le work at home, work from home, a dramatiquement évolué sur les 12 derniers mois. On est aujourd'hui exactement 1 an après le début du confinement à Luxembourg et dans les pays européens. Et effectivement, les investissements qui ont été faits l'année passée et qui vont continuer à être faits sur les années à venir vont renforcer cette capacité de l'organisation à supporter le travail collaboratif, à donner des moyens aux utilisateurs pour rester dans cette situation, pour perdurer dans cette situation du télétravail, tout en gardant et en offrant aux collaborateurs la capacité de garder le lien avec les collègues, avec les clients, avec les partenaires et avec l'organisation au sens large. Du point de vue investissement également, ce qui est important de noter, c'est que on va voir ici qu'une grande partie des budgets IT, de par les clients qui ont été consultés dans cette analyse de Metrogy, vont effectivement investir massivement et vont continuer d'investir massivement dans les moyens de collaboration, dans les moyens de visioconférence, de manière à offrir à l'ensemble des collaborateurs de l'organisation des capacités de travail collaboratif au sein des entreprises.
On va voir également, bien sûr, que dans cette évolution vers la collaboration et vers plus de collaboration, eh bien, on a une fois de plus le Rise of the Cloud. Donc, c'est pas neuf, bien sûr, mais pourquoi les gens vont s'adresser à des solutions de collaboration in the cloud? Eh bien, c'est simplement par rapport aux 5 grandes caractéristiques du cloud. Être dans une logique de self-service et on-demand, être dans une logique de accès from anywhere, et notamment avec le télétravail, être dans une logique effectivement également d'utilisation ou de paiement à la consommation, sans avoir nécessairement des investissements importants en CAPEX qui doivent être faits, et offrir aux entreprises, et continuer d'offrir aux entreprises, cette capacité d'augmenter, de diminuer les quantités, les consommations, en fonction de leurs besoins, autant en temps réel. Ce sont ces éléments-là qui aujourd'hui font tout simplement que ça soit les solutions Cisco Webex, que ça soit les solutions Microsoft Teams ou d'autres, eh bien effectivement, la capacité du cloud va leur permettre d'aligner au mieux leur budget en croissance dans la collaboration avec les capacités de flexibilité et de paiement à la consommation du cloud. Et une dernière chose qui nous semblait intéressante à rappeler, alors au-delà du caractère un petit peu fun de l'image qui est utilisée, c'est l'évolution finalement du périmètre workplace qu'on va proposer à l'utilisateur. On voit régulièrement dans les discussions que nous avons avec nos clients de quel est l'environnement de travail qu'on propose aux collaborateurs. Le laptop en fait massivement partie. On a eu beaucoup d'entreprises, et vous en faites certainement partie, qui ont dû, dans l'urgence ou de manière stratégique l'année passée, mettre à disposition des postes de travail mobiles à vos utilisateurs. Ça va continuer. Et au-delà du laptop, le smartphone, le headset, le softphone vont faire partie intégrante de l'environnement de collaboration de l'utilisateur. Et nous sommes convaincus que l'ensemble des solutions que nous allons vous présenter pendant le temps qui reste de ce forum vont vous aider effectivement à repenser ou à continuer d'évoluer avec vos collaborateurs et avec Post dans cette logique d'offrir un environnement de travail collaboratif complet et performant à vos collaborateurs. Voilà, j'en ai fini avec cette petite introduction par rapport aux différentes thématiques que nous souhaitions aborder avec vous. Je vais maintenant passer la parole à Eric Niederlander, qui travaille dans notre équipe Digital Transformation au sein de Post et qui va également vous apporter un petit retour d'expérience sur la manière dont Post adresse la transformation digitale actuellement. Merci à vous. Bonjour à tous, merci Luc. Voilà, je suis Eric Niederlander, Programme Manager en charge du programme Digital Workplace au sein de Post. Ce programme vise à fournir les outils numériques, simples et intuitifs et à accéder et à permettre aux utilisateurs, à nos collaborateurs, d'accéder facilement à leurs informations de travail, de collaborer et de communiquer. Et ceci, évidemment, de partout et à tout moment. C'est un sujet vaste. Je vais vous présenter quelques éléments clés de notre démarche. Voilà. Donc, le premier enjeu pour nous, il s'agit de supporter, de prendre en compte la nouvelle mobilité. Techniquement, on a montré au cours de l'année écoulée qu'on était prêt pour le télétravail. Aujourd'hui, effectivement, on est prêt, mais on sait qu'on doit encore améliorer nos environnements pour permettre une expérience plus unifiée à nos collaborateurs, quel que soit leur working style, c'est-à-dire s'ils travaillent plutôt à la maison, s'ils se déplacent beaucoup ou s'ils travaillent plutôt au bureau. Et on doit aussi prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, les outils sont dispersés. Nos outils doivent permettre de travailler de manière efficace avec des équipes qui sont dispersées. Un deuxième enjeu pour nous, c'est de prendre en compte notre positionnement par rapport au cloud. On a des vendeurs qui nous attirent irrésistiblement, j'ai envie de dire, vers le cloud. Ça pose certaines problématiques par rapport à la régulation. Je vais penser à la CSSF, par exemple, ou au règlement RGPD. Et évidemment, ça pose certaines questions par rapport à la continuité de nos services les plus critiques. Un troisième enjeu, quelque part, c'est de rationaliser les outils et de proposer les bons outils à nos collaborateurs. C'est essentiel pour nous, quelque part, de faire disparaître le shadow IT. Le shadow IT, c'est quelque chose qui nous empêche
d'avoir le contrôle sur nos données, et nous visons un environnement de travail qui soit suffisamment bon pour que finalement le Shadow IT, ce ne soit même plus une idée. On veut le rendre quelque part non nécessaire. Et il ne faut pas se voiler la face, dans toutes les organisations d'une certaine taille, le Shadow IT existe. Pour nous, c'est un axe extrêmement important de fournir des outils qui vont nous permettre de garder le contrôle sur nos données. Un quatrième enjeu, c'est, Luc l'a abordé, il faut qu'on donne le bon package hardware à nos utilisateurs. On a des utilisateurs qui sont de plus en plus exigeants. Certains veulent travailler avec des tablettes, d'autres veulent travailler sur Mac, d'autres veulent Android. L'équation à résoudre, c'est comment est-ce qu'on va manager toute cette diversité, comment est-ce qu'on va en assurer la sécurité et en garder le contrôle. C'est quelque chose qui est encore plus prégnant aujourd'hui avec le développement de la mobilité. Ensuite, on arrive au thème de la journée, l'intégration, le choix des outils de collaboration et de communication et de collaboration, c'est clairement, j'ai envie de dire, le point dur de la modernisation de nos environnements. Il y a une variété extrêmement forte. Nos outils doivent être compatibles avec tous les moyens qui sont émergents. Les solutions comme Teams déploient des nouvelles possibilités presque hebdomadairement, et nous devons faire les bons choix et être capables également de faire évoluer nos solutions en même temps que le marché évolue. C'est clairement un des plus gros challenges de notre programme Digital Workspace. Un sixième enjeu, j'ai mis le Smart Office. Quand on parle de collaboration et de communication, évidemment, ces outils doivent être facilement utilisables dans nos meeting rooms. Dans nos meeting rooms aussi, on fait de plus en plus de meetings avec des gens qui ne sont pas présents dans la salle. Et donc, évidemment, le smartboard classique est devenu un peu désuet. Comment le nouveau smartboard numérique va s'intégrer à nos solutions? Que faire de toutes les possibilités qui sont offertes par le hardware? Aujourd'hui, le hardware des meeting rooms arrive avec beaucoup de possibilités, des sensors et d'autres choses. Est-ce qu'il faut absolument chercher à utiliser ceci? Est-ce que ces possibilités ne sont pas redondantes avec d'autres choses qui existent déjà? Par exemple, l'IoT, qui permet de savoir comment sont utilisés nos espaces. Et si on parle de Smart Office, on a une nouvelle problématique aussi, qui est celle de l'occupation des shared space. Donc, les shared space, c'est ce qui va permettre aux collaborateurs de passage de travailler efficacement dans un bâtiment. Mais évidemment, aujourd'hui, on a tous des bâtiments qui ne sont pas du tout remplis. Comment est-ce que ça va évoluer dans le futur? Est-ce que dans le futur, certaines équipes n'auront pas des bureaux qui seront attitrés, mais peut-être qu'on aura, je ne sais pas, un ratio de 0,7 bureaux par employé? Comment on va permettre aux employés de réserver leur espace de travail et leur permettre de travailler efficacement? Voilà, on est aussi, et ça tout le monde le sait, en train de construire un bâtiment. On veut que l'expérience de l'environnement de travail et du bâtiment soit exceptionnelle. La dimension Smart Building, Smart Office, c'est quelque chose pour nous qui est clé également. Enfin, j'ai envie de dire qu'on veut offrir une expérience excellente et unique à nos collaborateurs. Et on veut que cette expérience, elle soit en ligne avec notre marque Post. L'attractivité de Post, notre capacité à retenir les bons éléments et aussi d'attirer les nouvelles générations qui ont un rapport aux outils qui est très différent de ceux qu'on connaît, c'est un enjeu extrêmement important. On veut que ce Digital Workspace soit simple, soit intuitif et que nos utilisateurs s'y retrouvent. On veut que cette Digital Workspace soit vraiment en phase avec notre marque. Voilà, ça c'est les grands thèmes que l'on traite. Évidemment, derrière chaque thème, il y a des projets, il y a des études, des choix. Et je vais vous présenter sur le slide suivant. Ah, voilà.
Voilà. Ce que j'ai appelé les piliers, ce sont les fils rouges qu'on essaye de suivre dans le cadre de notre démarche Digital Workspace. Tout d'abord, Anywhere, Anytime, Any Device. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver quand on va parler de collaboration, de Unified Communication. Mais véritablement, il faut uniformiser la manière dont les gens travaillent. On a déjà fait beaucoup, mais aujourd'hui, ça reste quelque chose qu'on doit avoir en tête dans tout ce qu'on fait. On veut une expérience qui soit simple et qui soit intuitive. Le deuxième point, sell what you use what you sell. On a la chance d'être dans une grande entreprise, on a énormément de compétences. On veut utiliser nos compétences pour construire nos solutions. Et on veut aussi que notre Digital Workspace, ce soit la vitrine de ce qu'on est capable de faire. Quand on arrivera à faire venir les clients et que les clients nous diront « je veux travailler comme vous », je pense que là, on aura en interne, on aura gagné notre pari. Troisième point, stay agile. La problématique de se lancer dans un tel programme, c'est évidemment d'avoir une cible. Or, aujourd'hui, les outils varient, les besoins des utilisateurs varient beaucoup. Donc, on a choisi de se faire accompagner par une de nos entités pour mettre en place une démarche agile. On a construit un product backlog, on a identifié quelles étaient les choses à réaliser dans le cadre de notre programme. Et aujourd'hui, on a vraiment des releases qui sont relativement fréquents et qui sont basés sur la valeur des cas d'usage. Le Digital Workspace, c'est pas un sujet qui va s'arrêter, c'est notre environnement qui va vivre. Et aujourd'hui, on a mis en place le framework pour permettre de faire ça dans le temps. Le dernier point, adoption and training, c'est absolument essentiel. Aujourd'hui, on a énormément d'outils, on a énormément d'utilisateurs aussi, ils ne les utilisent pas tous pareil. Pour nous, c'est absolument essentiel d'être proche de nos utilisateurs, d'assurer l'onboarding dans notre environnement de travail de la manière dont on l'a pensé et de parler aux utilisateurs de leur use case et pas des technologies et pas des outils. Voilà, ça ce sont les 4 fils rouges qu'on essaye d'avoir. Je vous ai aussi présenté les différents thèmes qu'on traitait. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé, on est au milieu du gué, je pense qu'on est comme vous, mais on a un framework qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'adresser successivement les différentes problématiques. On a déjà résolu certaines problématiques, on a déjà eu des dilemmes à trancher, on les a tranchés, mais il reste encore beaucoup de travail. Voilà, j'espère avoir dressé correctement ce qu'était pour nous le projet Digital Workspace, le programme Digital Workspace en interne. Et je passe maintenant la parole à Serge. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous voulions, à travers cette présentation, qui est un volet un peu plus technique, vous définir ce qu'on appelle le spectre de la collaboration. D'abord, comment on classifie les fonctionnalités, et ensuite, on va aborder l'architecture qui tourne autour de ces fonctionnalités, de ces services, et on va voir aussi comment Post peut les délivrer. Alors tout d'abord, vous voyez ici dans le sous-titre UCNC, qui veut dire Unified Communication and Collaboration, et le « et » qui est au milieu, il n'est pas là pour faire tout beau, il a une signification. On classifie les données, en tout cas les fonctionnalités de la collaboration, en 3 thèmes bien distincts. Pardon. Alors le premier thème est la partie calling. On pourrait dire même aussi voice calling. Ça englobe la partie téléphonie, bien sûr, la partie fixe vers mobile, la partie voicemail, l'audio conferencing et la partie call routing. Quand on parle de call routing, on parle essentiellement de ce que l'on appelle les call centers, l'accueil des clients, le routage des appels. Donc ce premier volet forme un premier bloc de communication, enfin de fonctionnalité, excusez-moi, dans la collaboration. Le deuxième volet
dans la collaboration ou la communication est les meetings. Ce sont les meetings, qui est apparu au tout départ avec la vidéoconférence. On nomme tout à l'heure, mon collègue l'a dit, les meeting rooms, mais aussi le whiteboarding qui est apparu récemment. Mon collègue Stéphane va vous présenter un peu plus en détail cette partie. Mais ce qui a fait évoluer la partie meeting rooms et vidéoconferencing, c'est surtout les virtual meetings et les web meetings. Dieu sait si aujourd'hui on sait s'en servir. Et on a aussi abordé dans ce groupe de fonctionnalités la partie Any Device. Effectivement, c'est les meetings virtuels et le web meeting qui a apporté la portabilité, le fait de pouvoir se connecter à un meeting via n'importe quel device. On parle de laptop, on parle de smartphone, on parle de tablette. Tous ces éléments-là ont fait qu'on a simplifié la façon de joindre un meeting et surtout d'utiliser n'importe quel moyen pour les joindre. Un dernier point qui fait partie de ces fonctionnalités, c'est le scheduling, c'est-à-dire comment j'organise un meeting. Aujourd'hui, c'est très important. C'est un point clé de faire de cette fonctionnalité de pouvoir organiser le meeting. Alors le dernier bloc, et c'est pas l'un des moindres, c'est le document sharing, c'est-à-dire le partage de documents. D'ailleurs, on parle plus de coédition, de co-création de documents plutôt que de partage en lui-même, puisqu'en temps réel, les gens qui sont à distance sont capables d'échanger, de modifier le document en temps réel. Mais on parle aussi de media sharing, ce qui veut dire qu'on peut partager aussi une vidéo. Est apparu dans la partie collaborate aussi la partie TeamSpace, c'est-à-dire la particularité de pouvoir créer un espace de travail sur lequel je peux travailler sur un projet avec des collègues ou avec des partenaires ou des clients, et d'y introduire toutes les informations avec l'historique qui y va, de ce qui s'est passé pendant ces événements, ces échanges, etc. On parle d'instant messaging et de présence qui viennent aussi dans la collaboration, et de content storage. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez besoin d'un historique, vous rentrez dans votre espace de travail que vous avez créé, vous pouvez avoir l'historique depuis le début du projet. Et c'est assez important parce que ça amène tout un volet de gouvernance qu'il faut prendre en compte, etc., etc. Alors, il y a aussi la partie des applications qui sont intégrables maintenant dans ces outils de collaboration. On parle des API et des bots. Mais si je vous parle de tous ces blocs, et c'est surtout ces trois blocs-là, calling, meeting et collaborate, c'est essentiellement parce qu'il y a plusieurs manières de le délivrer. Les modèles de déploiement sont surtout de trois types. On voit ici on-premises, ou alors sur les sites clients. On peut avoir des ressources, hoster les applications et délivrer le service. Ça peut être dans des data centers, hosté dans des data centers, pardon, notamment, je pense, BRC et Post, bizarrement. Mais ça peut être aussi un service délivré par une offre qui est faite par l'opérateur ou l'intégrateur, qui est dite as a service, c'est-à-dire que vous achetez le service à l'intégrateur ou à l'opérateur, mais via un cloud privé, pas forcément connecté sur le monde Internet. Et le dernier moyen de délivrer ce service est une souscription vers un vendor, donc les vendor cloud services, qui eux se passent dans le public cloud, c'est-à-dire typiquement le WebEx qu'on fait aujourd'hui est un service qui était souscrit chez un vendor, pour ne pas le nommer Cisco, et à ce moment-là, je peux l'utiliser de n'importe où. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans les architectures d'aujourd'hui, c'est que la partie calling, effectivement, cette partie-là, elle peut être distribuée de trois manières différentes. Vous pouvez avoir votre PABX dans votre data center ou sur vos sites qui délivrent le service de téléphonie. On parlait de calling, c'est la téléphonie. Mais je ne souhaite pas tout de suite migrer dans le cloud parce que j'ai un contact center, j'ai des applications des intégrations dans des applications métiers, etc. Et je ne vais pas pouvoir migrer ça facilement. Ça peut être sous forme de services opérateurs, intégrateurs aussi,
le calling, puisque typiquement aujourd'hui on a une offre qui s'appelle Cloud PBX, on va revenir un petit peu après dessus, et qui vous permet de souscrire à un service de téléphonie pour enregistrer un téléphone qui est chez vous. Mais ça reste du private cloud. Mais ça peut être aussi effectivement du public cloud, excusez-moi, et ce service-là peut être délivré par exemple Microsoft Teams ou Cisco WebEx Calling. Alors, ce qui est vrai pour le calling n'est pas forcément vrai pour Meeting et Collaborate. Et c'est pour ça que ce slide est important, parce qu'aujourd'hui, Meeting Collaborate, vous n'avez pas d'autre choix que de souscrire à un vendor Cloud Services. Pourquoi? Parce que ce sont des outils que vous pouvez utiliser n'importe où, qui demanderaient des ressources non négligeables si vous deviez les distribuer sur site. Je pense à Meetings, c'est le mixage de la vidéo. Ça vous demande beaucoup de ressources et d'investissement local qui n'a plus de sens aujourd'hui. L'outil Collaborate, c'est l'outil qui va être user-facing. C'est vraiment là où l'utilisateur va avoir en face de lui cet outil universel. Évidemment, avec cet outil universel, je vais vouloir utiliser Calling. Ici, Post peut vous supporter quel que soit ce modèle. On va parler un petit peu plus loin de la manière dont on constitue ces architectures, mais sachez aussi que Post supporte aujourd'hui les deux grands vendeurs de la place, qui sont Microsoft et Cisco. Vous me direz, pourquoi pas Zoom? Typiquement, Zoom couvre Meeting, mais pas forcément Calling. Pourquoi pas Google? Il n'est pas tellement présent sur la place. Aujourd'hui, en tout cas, on ne voit pas ce marché se développer. On verra dans le futur. Quand on parle de collaboration pour Cisco, ça va être WebEx, bien sûr, le client WebEx. Et quand on parle de collaboration pour Microsoft, on va parler de Microsoft Teams. Alors, je vous ai parlé d'architecture. Évidemment, ici, vous voyez en bas à gauche, vous avez Calling et en bas à droite, vous avez Meeting Collaborate. Indéniablement, on va avoir ce qu'on appelle une architecture hybride. C'est un mot à la mode. Mais ça n'empêche que, effectivement, si je veux utiliser typiquement mon outil de collaboration avec mes lignes téléphoniques qui sont on-premises, locales, je vais devoir créer des connecteurs. Cette transition, cette zone de transition hybride, aujourd'hui, il existe un certain nombre de connecteurs. Ici, j'en ai cité quelques-uns. Le Call Services, qui permet de faire de la téléphonie à partir d'un client qui est pourtant, lui, dans le cloud. Ou vice-versa, je peux très bien avoir un endpoint vidéo dans une salle de meeting sur lequel je fais effectivement mes meetings via WebEx dans le cloud. Mais à contrario, si je veux faire un WebEx audio ou me faire appeler par un client qui connaît que mon numéro local, à ce moment-là, je peux utiliser un connecteur spécifique. Alors, cette situation est mono-vendor, single vendor. Ici, on voit que j'ai une architecture hybride en Cisco, sur lequel j'ai ma téléphonie qui est effectivement on-premises ou hostée, et mon WebEx Teams. Mais ça peut être vrai pour des cas bien précis, ou des cas, je dirais, des situations où je souhaite conserver ma téléphonie en Cisco, par exemple, on-premises, parce que, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'interactions, d'intégration dans des applications métiers. J'ai un certain système d'accueil avec un contact center complexe et je ne peux pas finalement migrer facilement cette situation. Et d'un autre côté, j'ai envie d'avoir une stratégie Microsoft et utiliser Microsoft Teams. Donc ici, on a aussi une zone de transition qu'on appelle hybride, auquel cas, pour ne pas les nommer, vous avez Microsoft Direct Routing. C'est une offre que Post propose aussi, qu'on associe à ce qu'on appelle un SBC, Session Border Controller. Soit, c'est une gateway qui va permettre d'utiliser le client Microsoft Teams avec la téléphonie Cisco locale et pouvoir émettre et recevoir ces appels directement à partir de ce client. Comme je l'ai dit, on ne va pas offrir cette configuration-là pour n'importe quel cas. Il va falloir effectivement une étude parce qu'il y a autant il y a des contraintes qu'il y a des avantages. Et ça, on doit le déterminer ensemble.
Alors pour terminer, Post a dans son portfolio un certain nombre de solutions, et on parle ici, et vous retrouvez Calling, Meeting, Collaborate, mais en tant qu'opérateur, on vous offre aussi la couche de transport, c'est-à-dire l'accès à la téléphonie publique. Et aussi, bien sûr, pour compléter la solution, la partie device, parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que je vais enlever ou pas mes téléphones? Mais soit aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un certain nombre de clients peuvent pas, pour certains profils bien définis d'utilisateurs, se passer de téléphone physique. Ou alors, on parle aussi des salles de meeting, qui viennent aussi. Donc la première offre de Post, c'est Cloud PBX, qui se compose d'éléments de device poly, excusez-moi, Polycom et Poly, c'est quasiment la même chose. Le cœur qui est du Cisco, mais Cisco BroadSoft, pas Cisco Unified Communication, pour les gens qui connaissent, et bien sûr, une interface SIP pour la partie téléphonie publique. La deuxième offre, qui est as a service aussi, est une solution full Microsoft, avec la solution Microsoft Teams et Direct Routing, sur lequel on vient ajouter aussi des devices poly, et s'il le faut, pour équiper les salles de meeting du Microsoft Surface. Et on retrouve à droite les deux architectures que je vous ai montrées juste avant, qui sont donc les solutions on-premise, hostées ou en cloud, donc hybride single vendor avec Cisco WebEx Teams, et la partie SIP pour la téléphonie, et la partie droite, donc hybride multi-vendor, avec du Poly, du Microsoft, du Cisco. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit discuter parce que c'est pas une infrastructure qu'on mettra n'importe où. Et on utilise le client Microsoft Teams à travers une infrastructure de téléphonie Cisco. Et bien sûr, on vient distribuer la téléphonie à travers des liens SIP. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je passe la main à mon collègue Stéphane, qui va vous présenter la partie Meetings. Merci à tous. S'il est aujourd'hui un des thèmes importants à mettre en évidence au niveau de la collaboration, c'est bien évidemment le fait que la collaboration est un moyen formidable d'unifier les gens autour d'un but commun, un but relié au monde du travail. Et ce but commun, il doit être réalisé avec des conditions les plus pérennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Stéphane Esselin. Je suis expert en collaboration au sein de groupe Post. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la suite logique de la présentation que vient de vous donner Serge sur le fait qu'il y a trois piliers fondamentaux en fait dans l'outil de collaboration qui sont effectivement la voix, la partie meeting, le fait que les gens se rencontrent, et la partie collaboration qui est plus liée aux documents. Le sujet de ma présentation aujourd'hui va être essentiellement orienté autour de la partie meeting. Alors pourquoi la partie meeting? Parce que cette partie meeting, elle est très importante dans l'esprit des gens, puisque pandémie oblige, modification des schémas conventionnels de travail oblige, on est obligé aujourd'hui d'adopter des outils plus modernes, plus récents, et forcément adapter nos conditions de travail pour pouvoir élaborer en fait des plans de communication plus larges, incluant la vidéo, incluant un transfert de données entre les gens. Alors on va voir comment ça s'opère, mais fondamentalement, il faut retenir quelque chose de très important, c'est qu'il y a deux façons de pouvoir organiser un meeting. La première, c'est d'être le owner du meeting. J'organise le meeting et je veux que des gens rentrent dans mon meeting. La deuxième, c'est d'être participant au meeting. On m'a invité à un meeting et je vais pouvoir rejoindre ce meeting. Indépendamment du fait qu'on soit owner ou du fait qu'on soit participant, le débat n'est pas le même, les solutions ne sont pas les mêmes. La prise de conscience et la responsabilité n'est pas la même. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. La première chose à considérer quand on veut faire un meeting, c'est bien évidemment la partie invitation. Donc, je prends ce rôle et j'endosse cette responsabilité de devoir inviter des gens dans ce but de collaboration. Donc, il me faut un outil pour pouvoir prévoir ce meeting, inviter les gens et leur donner aussi un moyen de pouvoir joindre le meeting. C'est la deuxième phase de ce schéma, c'est de pouvoir joindre le meeting. Et c'est de l'ordre de la responsabilité du host de donner aux participants des moyens de pouvoir entrer dans ce meeting, quels que soient les moyens. Une fois que nous sommes dans le meeting, nous allons pouvoir collaborer. Nous allons utiliser ce que les outils, cloud, on-premises, les devices, nous donnent et nous permettent
d'utiliser pour pouvoir échanger un certain nombre de médias connectés, déconnectés, temps réel ou non. Le meeting va se terminer non pas juste quand on va raccrocher l'appel ou quand on va terminer le meeting physiquement. Il va se continuer parce qu'après le meeting, nous avons parfois besoin d'échanger encore des données qui sont relativement importantes et qui sont sensibles pour le but recherché, à savoir la collaboration entre les gens. Alors comment on fait ça? Eh ben, on va mettre en place une architecture. Et cette architecture, en fait, peu importe les produits, peu importe les solutions, elle est aujourd'hui extrêmement simple à réaliser parce que c'est une évolution de ce que le monde a connu jusqu'à présent. Nous avions des solutions on-premises, nous avions des solutions de téléphonie, et comme l'a dit Serge, dans les 3 piliers fondamentaux, nous allons faire évoluer au travers des services hybrides ces solutions vers des services de type cloud qui vont permettre non seulement une distribution plus rapide, une adoption plus rapide, mais aussi des possibilités d'interopérabilité sans teinter les choix qui vont être faits par les sociétés et par les gens comme vous, comme nous, pour pouvoir dire, voilà, on a trouvé une solution, cette solution va correspondre à un besoin, elle va correspondre à une fonction, mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est le bon besoin? Est-ce que c'est la bonne fonction? On verra ça un petit peu plus tard dans nos présentations, comment on va adresser ce point-là. Donc la mixité entre des services livrés localement, dits on-premises, et des services livrés dans le cloud, vont nous donner des possibilités effectivement de collaboration au sens plus large des choses. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit notamment au niveau des salles de meeting qui sont un élément extrêmement important puisque finalement, on va mettre dans des endroits spécifiques des gens. Et même si vous êtes chez vous, en faire du télétravail, devant votre ordinateur, vous êtes quelque part dans une salle de meeting. On peut avoir des capacités différentes pour des salles de meeting. 1 personne, 3 personnes, 5 personnes. Et en fait, la salle de meeting, historiquement, c'était ce que vous voyez devant vous, avec des coûts très, très différents et très associés, à savoir des projecteurs, une sonorisation de la salle, un flipchart, des possibilités de micro, des possibilités de vidéoconférence. Ça, c'est ce qu'on voit traditionnellement. Et cette solution a évolué au travers des produits et solutions qui sont distribués, qui sont disponibles, vers une simplification. Et la simplification, c'est essentiel pour arriver à une collaboration qui soit efficace. La simplification, elle vient du fait qu'on va trouver des solutions software, hardware, qu'on va les combiner et qu'on va pouvoir créer un petit peu le meeting room qu'on va appeler 2.0, pour utiliser un terme aussi très à la mode. Mais en fait, il va vous donner des possibilités qui vont être quasiment infinies par l'évolution que vont prendre ces produits et ces solutions cloud. Alors, ça se traduit comment aujourd'hui? Ça se traduit en fait par une prise de conscience qu'on doit avoir au niveau de la responsabilisation d'un meeting. Et la première chose à avoir à l'esprit en tant qu'organisateur d'un meeting, c'est que la personne qui gère le meeting, c'est la personne qui est responsable du meeting. Donc, c'est vous qui prenez l'appartenance du meeting, c'est vous qui êtes le responsable du meeting et le garant qu'un meeting doit se positionner chez tous vos participants et qu'ils doivent avoir une expérience qui doit être à peu près similaire pour pouvoir arriver au but ultime, qui est de partager l'information. Alors, c'est pas simple parce que ça fait beaucoup de responsabilités. On se demande ce qu'ont les gens, qu'est-ce qu'ils ont, comment ils vont adresser la connexion, est-ce qu'ils vont avoir des problèmes? C'est à vous de driver ça. C'est vous et uniquement vous qui êtes le responsable de la bonne exécution du meeting, peu importe les outils, peu importe la solution. Mais c'est vraiment vous qui devez endosser ce rôle d'être le seul pilote à bord et vous devez manager votre meeting. Une des choses aussi importantes à prendre en considération, c'est que peu importe les produits, les solutions, les façons de se connecter, il y a un problème de qualité. Le problème de qualité global d'un meeting va être lié aux considérations qu'on peut avoir sur les participants au meeting. Moi-même, si j'ai une solution extrêmement bien designée, très performante, et que je suis sur l'autoroute, par exemple, dans une voiture en roulant à 130 et que je ne mets pas mon micro en mute, je vais influer sur la capacité qu'ont les autres d'avoir une bonne expérience utilisateur. Donc, il est logiquement de ma responsabilité de le faire, mais en fait, on va décaler cette responsabilité à la personne qui drive le meeting en lui laissant la possibilité de muter les personnes qui nuisent au bon fonctionnement du meeting. Et c'est pas un manque de politesse. C'est pas de l'impertinence, c'est simplement une certaine logique qu'ont les gens pour pouvoir accepter le fait qu'ils sont soit perturbateurs, soit qu'ils ont une influence sur la qualité globale. Bien souvent, on traduit cette qualité par des pertes de paquets, par des choses très techniques, mais en fait, la plupart du temps, les problèmes qui arrivent dans des meetings, et je vous le dis par expérience, sont des problèmes globaux de prise de conscience de la réalité, des considérations de bande passante, de sécurité, d'environnement sonore, de casque, de micro, qui sont des choses très basiques finalement. Mais ce point-là doit être géré et adressé par nous. Pour avoir la meilleure expérience utilisateur, il faut absolument que la personne qui dirige le meeting soit capable de driver le meeting. Évidemment, les meetings sont aussi très liés à la notion de sécurité. On a beaucoup de demandes sur est-ce que c'est encrypté, qui peut voir les informations. Donc ces considérations sont extrêmement importantes et idem.
C'est votre responsabilité de dire aux gens, oui, je vous invite dans une solution de meeting que j'ai conçue. Et dans cette solution, eh ben, on a la sécurité qui est associée. On a la garantie que les données ne seront pas exportées vers un tiers. On a la garantie que nous ne sommes pas écoutés. Et ce genre de choses est à driver dans le meeting lui-même. Avant-dernier pilier, non le moindre, c'est qu'il va falloir avoir une gestion de la salle. Tout comme vous auriez une gestion physique de la salle. Fermer une fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors, baisser un rideau parce qu'il y a trop de lumière, donner à boire à des gens. Tout ce genre de choses rend les choses faisables au niveau physique. Mais en fait, ce qui va se passer dans le room management, c'est que à distance, on va laisser en considération servir de l'eau et fermer une fenêtre, mais on va quand même avoir la possibilité d'avoir une influence plus digitale sur le meeting, notamment par la prise de conscience du gêne occasionné par certaines choses ou par un comportement de certains qui peut nuire à la collaboration globale. Donc, en gros, la gestion de la salle, c'est vous. Dernier point, un point très important dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, je le pense, c'est de considérer l'interopérabilité de tout ça. On va mettre en place des solutions, des produits, peu importe les produits, peu importe s'ils sont bleus ou s'ils sont rouges. Comment vont-ils fonctionner avec le monde extérieur? Et là, quelque chose d'important est en train de s'opérer, c'est que pour pouvoir être sûr d'avoir une interopérabilité avec le monde extérieur, il va falloir en fait être conscient que c'est à vous de donner cette interopérabilité. Un FaceTime n'est compatible qu'avec un FaceTime. Une autre solution va être compatible qu'avec elle-même. Mais parfois, en rajoutant des briques, des produits, à la lueur de ce que a expliqué Serge tout à l'heure dans les architectures, on va pouvoir simplement donner une fonction, j'allais dire, d'interopérabilité à la solution qu'on est en train de mettre en place. Et donc, les choses vont être rendues possibles. Mais c'est à vous de les rendre possibles. Parce que les gens de l'autre côté que vous allez inviter, c'est vous qui allez leur donner les moyens qui vont être mis à leur disposition pour pouvoir collaborer. Donc ça, c'est relativement important et il faut le savoir. C'est la personne qui a le drive du meeting, qui définit la qualité, l'expérience, la sécurité, la gestion de la salle et l'interopérabilité des joignants. Alors, c'est pas simple. Je suppose que beaucoup d'entre vous se sont déjà posé beaucoup de questions. Et pour parcourir ce long chemin vers le choix d'une solution de produit, on a mis en place effectivement un travail commun avec les clients pour pouvoir élaborer une réflexion plus globale sur comment on amène une solution de collaboration, comment nous allons équiper des meeting rooms, quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin associées à votre business. Et ça, c'est tout le travail de consultance orientée autour de votre business sous la responsabilité d'Amélie, qui va vous expliquer un petit peu les sujets de sa mission et le cadre de l'aide qu'elle peut vous apporter dans ces considérations-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors bonjour à tous, Amélie Cantarot, je suis business consultant chez Poste Télécom et donc comme Stéphane l'a indiqué, je vais vous expliquer un peu comment nous on peut vous aider. Vous avez vu dans toutes les présentations précédentes, on est dans un environnement qui est dynamique, qui change vite. On a de plus en plus de besoins d'expérience digitale dans notre façon de travailler. Le marché est croissant, il y a de nombreuses solutions qui sont sur le marché et qui offrent plein de possibilités. On fait face à de nouveaux challenges de collaboration et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc pour ça, chez Poste Télécom, on a développé une nouvelle activité de business consultancy qui nous permet de vous accompagner par rapport à vos besoins. Et donc on a différents types de missions qui ont été créées. D'abord, on peut avoir des missions de veille technologique où on va pouvoir vous donner l'aperçu de tout un tas de solutions qui existent, des tendances sur certains marchés, voir les forces et les faiblesses de ces solutions aussi, et puis déjà commencer une première approche à mettre en perspective ces solutions par rapport à vos besoins pour vous permettre de mûrir une réflexion. Si vous êtes déjà plus avancé dans vos propres réflexions et que vous avez déjà un petit peu cet aperçu du marché, on a des missions qui permettent plutôt d'évaluer les solutions. Donc là, on se base plus sur vos besoins business, mais aussi des contraintes légales ou techniques. On fait ce travail avec vous de récupérer vos requirements pour vous faciliter le process de décision et permettre d'évaluer les solutions les unes par rapport aux autres et vous fournir des recommandations vers une solution la plus appropriée à vos problématiques métiers et à vos stratégies. Et puis, le troisième type de mission, ça va être des missions plutôt d'accompagnement au changement, de facilitation d'adoption. Donc là, on cherche avec vous à vous donner la meilleure compréhension de la solution,
analyser l'effort qu'il y a à faire, le chemin à parcourir par rapport à la complexité du changement pour vous. On peut définir avec vous des use cases et puis expérimenter avec des key users et définir avec vous un plan d'adoption et tous les KPI pour mesurer le succès du changement dans votre organisation. Donc, on a développé une méthodologie IDEAL qui est pour Identify, Determine, Evaluate, Advise and Leverage. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner et de vous recommander les meilleures solutions par rapport à vos besoins. Donc, on commence par identifier les besoins métiers, techniques et aussi organisationnels, puis éventuellement tout ce qui est contrainte légale. On va déterminer vos requirements ensemble lors de workshops, d'interviews, d'observations, et puis les catégoriser, les prioriser pour permettre ensuite l'étape d'évaluation de ces solutions, les comparer entre elles et les comparer aussi par rapport à votre situation actuelle. On va ensuite rentrer dans la phase de recommandation, où là, on vous propose donc la solution qui nous semble optimale par rapport à des critères de choix objectifs qu'on a sélectionnés ensemble. Et puis, tout ça dans le but d'arriver à une solution in fine qui soit vraiment adaptée à vos besoins métiers et qui améliore la satisfaction de vos utilisateurs et de l'ensemble des collaborateurs d'une organisation. Donc voilà un peu la méthodologie que nous, on propose. Donc voilà, tout ça c'était pour simplement vous dire que si aujourd'hui vous avez le sentiment de vous retrouver devant plein de portes sans savoir laquelle pousser, sachez que Poste Télécom est là pour vous guider à déterminer le meilleur chemin, la meilleure solution pour vous par rapport à votre métier, à vos contraintes et surtout à vos stratégies. Donc voilà, pour ma part, pour l'émission de Business Consultancy. Et je vais laisser la parole maintenant à Luc pour la partie questions et puis conclusion. Merci Amélie. J'espère que nous avons essayé de vous présenter un certain nombre de thématiques liées à la collaboration, à la nouvelle collaboration. Je vais demander peut-être aux experts. Excusez-moi. Je vais demander aux experts peut-être de revenir près de nous et on va adresser actuellement les différentes questions et l'enquête, les enquêtes qui ont été réalisées. Première question de l'enquête que vous avez actuellement devant les yeux. Avez-vous fourni des formations digitales ou sur les outils digitaux depuis le début de la crise Covid? On voit effectivement que là, une soixantaine de pourcents des clients ont répondu oui. Ça veut dire que dans le travail de la digitalisation, des évolutions sont encore importantes, et notamment dans l'accompagnement des utilisateurs qui, nous le pensons, on en est convaincus, Eric l'a mentionné, est vraiment fondamental pour permettre à donner à ses collaborateurs, à tous vos collaborateurs, les outils qui leur permettront de rester efficaces demain. Alors, première question, y a-t-il des conséquences du déploiement des fonctions Teams Collaboration? Conséquences du déploiement des fonctions Teams Collaboration. Je ne sais pas qui peut prendre éventuellement la question. Serge? Moi, allons-y. Alors, quand on parle de conséquences, effectivement, il y a des conséquences à tous les niveaux. La première, ça va être organisationnel, parce que à partir du moment où vous déployez un client comme Teams, ça veut dire que vous allez offrir la possibilité aux utilisateurs de distribuer des documents, donc d'échanger des documents. Donc, ça peut être déjà sensible. Je pense que quand on déploie Teams, on a des challenges à plusieurs niveaux. Le premier challenge est le challenge au niveau de l'IT. Au niveau de l'IT, parce qu'il va devoir donner les bons outils à ses collaborateurs, sans quoi, on l'a dit tout à l'heure, mon collègue Eric l'a dit, on va avoir du shadow IT, parce que les gens ils vont utiliser leurs propres outils. Aussi, plus de collaboration, c'est plus de support. Donc, il va falloir effectivement définir comment je supporte mes utilisateurs avec ces nouveaux outils. Le deuxième challenge est au niveau du management, parce qu'au niveau du management, il va falloir définir, typiquement, si j'utilise des documents à l'extérieur de mon organisation, est-ce que ça modifie pas le contrat de travail de mon employé, typiquement. Et le dernier challenge, ça va être au niveau de l'utilisateur lui-même, puisqu'il va devoir s'adapter à ces nouveaux outils. Donc, quand on dit qu'il y a des conséquences sur l'utilisation de Teams, oui, c'est sûr, c'est certain, et je dirais à plusieurs niveaux. Merci Serge.
Deuxième question qui a été posée dans le pôle, quelles sont les possibilités d'accompagnement d'utilisateurs dans la gestion des outils de collaboration moderne? Je vais y répondre. Alors, il y a bien sûr, dans un premier temps, toute la définition des plans d'accompagnement et surtout la définition du change management process pour l'entreprise. Dans ce cadre-là, effectivement, vous savez qu'au sein de Post, nous avons une filiale Elgon qui a une entité au sein d'Elgon qui est vraiment dédiée sur les accompagnements en termes de training et plus généralement par rapport à l'accompagnement au changement. Post va travailler avec des entreprises qui vont être plus spécialisées dans l'accompagnement au changement et travailler main dans la main avec ces entreprises et avec nos clients pour effectivement les aider à adresser le problème de la mise en place au sein des entreprises, au sein des entités, de ces nouveaux outils de collaboration. Troisième question qui est posée actuellement sur le pôle, quelles sont les bonnes pratiques en matière de confection de salles de réunion all-in-one? Et je vais peut-être passer la question à Stéphane. Donc les bonnes pratiques en matière de confection de salle, en fait, j'aurais tendance à dire, n'achetez pas un équipement, achetez une solution. L'équipement est une façon de voir les choses, mais on doit avoir un autre regard sur la salle elle-même. Pourquoi est-elle utilisée? Est-ce qu'il va nous falloir plusieurs séquences de prise de vidéo? Est-ce qu'il va falloir une sonorisation distante? Est-ce qu'on va partager du contenu? Est-ce qu'on a la possibilité dans cette salle de pouvoir avoir un schéma flexible? Elle va être utilisée par exemple pour des meetings corporate, ou elle va être utilisée pour des présentations clients, ou peut-être même pour des événements. La taille de la salle elle-même a une importance extrême. Ce qu'il faut avoir en considération, c'est que deux salles ne sont jamais les mêmes. On définit donc un design de salle et les considérations sont extrêmement larges. C'est pour ça qu'il faut faire un travail d'une étude qualitative sur comment je dois équiper ma salle pour pouvoir arriver au but ultime, c'est-à-dire la fonction qui est engendrée. Donc, on va régir la lumière, on va régir le son. Donc, par exemple, le verre n'est pas notre allié. Les matériaux plats et durs, comme par exemple les contreplaqués, ce genre de choses, sont aussi des choses qui ne sont pas nos alliés. Le tissu, la moquette, ces choses-là sont nos alliés. Et paradoxalement, la lumière aussi est quelque chose qu'il faut gérer de façon très efficace. Il faut éviter les lumières naturelles, en fait, et il faut reproduire une lumière naturelle. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on raconte ici? Ben, en fait, la lumière naturelle arrive de façon diffuse du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et donc, en fait, ce qu'elle va faire, elle va faire de la surexposition. Et quand on a des baies vitrées, par exemple, on va avoir des surexpositions. Donc, plutôt, on va essayer de masquer la lumière naturelle et on va équiper la salle avec des lumières qu'on va appeler dirigées. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une influence sur la quantité lumineuse qui va être apportée pour pouvoir avoir le rendu, mais aussi à l'endroit qu'on va mettre cette quantité lumineuse. Et les autres considérations de salles sont franchement d'ordre physique, puisque toutes les salles que nous équipons chez nos clients sont parfois extrêmement complexes, parce elles sont d'abord le rêve d'architectes, donc elles ont des, j'allais dire, des prérequis qui sont très différents, mais on doit respecter les couleurs de meubles, on doit respecter l'insertion dans les murs, on doit respecter le tirage de câbles. Et vous avez vu dans ma présentation, j'ai montré une salle qui était extrêmement limpide, et c'est là le but où il faut arriver. Donc, ça fait partie de la qualification. Merci Stéphane. Donc, je vous invite à éventuellement poser ou à continuer à poser quelques questions sur le lien qui vous avait été envoyé en même temps que l'invitation à cet événement. Quatrième question qui nous est posée, est-ce que Post propose un accompagnement aussi sur d'autres périmètres que UC and Collaboration? Et je vais passer la question à Amélie. Alors oui, effectivement, l'accompagnement qu'on a mis en place est une méthodologie en fait qui est absolument duplicable sur d'autres périmètres. Et donc, Post propose cet accompagnement aussi sur d'autres périmètres, par exemple la sécurité ou alors le poste de travail. Donc, si vous avez des projets, différents projets, et que cet accompagnement peut vous être utile, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Voilà, c'est pas uniquement dédié UC et collaboration. Merci Amélie. Voilà, donc nous n'avons plus de questions qui arrivent dans le flux actuellement. Je regarde la régie. Donc, il n'y a pas de souci. Un grand merci pour votre participation à tous à cet événement. On espère qu'il a été intéressant, enrichissant, qu'il va vous permettre effectivement de répondre à certaines de vos questions que vous vous posez. Et le cas échéant, nous vous invitons bien sûr à continuer à revenir vers vos account managers
vers le site web de Poste Télécom et de continuer à vous connecter avec nous et collaborons en tout cas pour un avenir meilleur pour chacun. Merci et une bonne fin de journée à tout le monde.